Connaissance, recherche, sciences, dessin, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, environnement, nature. L'archéologie en général a les mêmes caractéristiques que n'importe quelle autre science. Elle est chargée de faire des découvertes dans le domaine, cette fois, du patrimoine historique enfoui et d'en assurer la conservation. Elle est chargée de produire de la connaissance scientifique et enfin de diffuser cette connaissance auprès du public. Mais néanmoins, elle a quelques caractéristiques spécifiques. D'abord, c'est pas un métier qu'on peut faire indifféremment. Ça produit du rêve, de la passion. Ça fait partie des métiers qu'on veut faire enfant. C'est l'idée du trésor, Indiana Jones, etc. C'est par ailleurs une des rares sciences humaines qui est droit de citer dans les grandes revues de vulgarisation de sciences, parce que elle a ce caractère effectivement qui fait rêver, mais comme elle emploie des fois des techniques et des méthodologies des sciences dures, on la considère avec un peu plus de sérieux que, par exemple, l'ethnologie, la sociologie ou pire, la philosophie, qu'on voit très rarement dans ce type de revue. Mais néanmoins, elle doit y être accessible. Et puis, un point très important, c'est que l'archéologie est impliquée dans tous les pays depuis 1 ou 2 siècles dans les processus de construction des identités nationales. Il y a forcément une référence à chaque fois au glorieux passé à l'archéologie, et c'est parfois un cadeau empoisonné pour les archéologues qui peuvent être assez facilement otages de ces idéologies. Et enfin, 4e point, une des originalités de l'archéologie, c'est d'assister à la destruction même de son objet d'étude sous ses yeux à cause des grands travaux de développement économique, des parkings, des routes, etc. Ce qui est un cas relativement rare dans les sciences. Les physiciens et les chimistes, en général, auront toujours des atomes, hein, du moins je l'espère, les mathématiciens des nombres. Mais effectivement, les biologistes parfois assistent à la diminution de la biodiversité ou l'ethnologie, au sens classique, à la disparition des ethnies traditionnelles. Ces 2 derniers points, identité nationale et destruction, sont très liés. Parce que si pendant longtemps on a détruit beaucoup en France, c'est parce que l'archéologie jouait un rôle faible dans la constitution de l'identité nationale française, où les élites se réclamaient beaucoup plus de l'héritage grec, romain, oriental. Et c'est pour ça que si vous allez au musée du Louvre, eh bien, il n'y a aucun objet trouvé sur l'actuel territoire français, que le musée des Antiquités nationales, baptisé Archéologie nationale, est à Saint-Germain-en-Laye, très loin, et n'a jamais été dans le programme des grands travaux présidentiels, et qu'on a détruit donc considérablement pendant les 30 Glorieuses, quand on sait que maintenant on trouve un site archéologique important tous les kilomètres sur un tracé d'autoroute ou de TGV. On mesure que jusqu'au milieu des années 80, les destructions ont été massives. Pourquoi ce faible rôle ? Parce qu'effectivement, les ancêtres gaulois, les ancêtres francs étaient des mauvais ancêtres, c'était des vaincus. Ils ont perdu leur langue, leur identité justement culturelle. Donc c'est seulement à date récente, à partir des années 70-80, qu'ils ont été réintroduits. Alors, le retard a été comblé à partir des années 70-80, dans un moment de doute, effectivement, sur l'identité même de la nation, au moment où montaient, par exemple, les mouvements extrémistes et face à l'immigration. Et l'originalité, c'est que cette montée en puissance de l'archéologie, qu'on disait d'abord de sauvetage et ensuite plus politiquement correcte, archéologie préventive, elle a été l'œuvre des archéologues eux-mêmes et pas de la volonté de la puissance publique.
Et elle s'est faite au début sans base légale, c'est-à-dire que les archéologues ont fait pression sur les aménageurs pour que les aménageurs contribuent aux fouilles, qu'ils payent pour les fouilles. Et ceci, effectivement, sans aucune base légale, sinon la Convention de Malte de 92, ratifiée par tous les pays européens, qui oblige ces pays à protéger le patrimoine archéologique. Donc, c'est seulement avec la loi de 2001 sur l'archéologie préventive en France qu'on a appliqué systématiquement le principe casseur ou pollueur égale payeur, qui est un principe qu'on pourrait discuter parce que le pollueur, il pollue effectivement, mais celui qui trouve une nécropole romaine sur son terrain à aménager, il y est théoriquement pour rien. Mais en tout cas, c'est le principe qui est en général appliqué dans la plupart des pays développés. Et cette loi a créé, effectivement, comme le disait à l'instant M. Fussman, a créé cet institut national qui est l'un des plus 4 grosses institutions du ministère de la Culture et dont la tutelle est partagée avec celle de la recherche. Et si bien qu'on est passé globalement en France en 30 ans de 600 archéologues professionnels à environ 3500 maintenant, et avec un budget d'à peu près 200 millions d'euros pour l'archéologie préventive proprement dit, qui représente quand même 90% de l'archéologie du territoire métropolitain. Donc il y a peu de disciplines qui ont vu un tel bond dans leurs moyens. Néanmoins, cette loi de 2001, à peine mise en place, a été remise en cause en 2003 par la nouvelle majorité parlementaire qui a considéré, enfin qui a essayé de la remettre en cause et puis et qui a décidé que finalement ça ne relevait pas seulement d'un institut de recherche, mais que c'était d'une activité économique comme une autre qui devait relever du marché. Donc on a plafonné les effectifs de l'INRAP pour empêcher que cette institution continue à croître. Il y a à peu près 2000 archéologues dedans, ce qui a donc créé artificiellement un marché d'entreprises privées qui ne sont pas en cause en tant que telles. C'est des archéologues qui effectivement n'ont pas pu trouver de travail ailleurs, mais marché qui lui-même était maintenant géré par les entreprises, puisque c'est les entrepreneurs, les aménageurs, privés ou publics, qui décident qui va fouiller chez eux avec appel d'offres ou pas appel d'offres. Cette création artificielle d'un marché est intéressante. Elle n'a pas fait baisser notablement le prix des fouilles, parce que les fouilles coûtent cher et emploient beaucoup de main-d'œuvre. Et d'ailleurs, ce dispositif, la communauté scientifique en 2003 s'était élevée contre, notamment le Conseil supérieur de la recherche archéologique que présidait à l'époque Michel Gras. Donc, à retenir de ce nouveau dispositif actuel, plusieurs choses qui sont intéressantes au-delà de l'archéologie, parce que ça pose le problème concernant la conservation du patrimoine, de qu'est-ce qui relève de l'intérêt général et qu'est-ce qui relève du marché. C'est-à-dire, est-ce que la société dans laquelle on vit est juste une collection de consommateurs qui choisissent des produits, ou est-ce que c'est une communauté de citoyens? Et on a bien vu qu'entre 1945 et 2010, la frontière entre l'intérêt général et le marché a considérablement bougé, et que la construction européenne, sans d'ailleurs aucun débat, s'est faite de la même façon, où, alors qu'on aurait pu concevoir des services publics communautaires, on est passé au contraire à la concurrence généralisée. Le choix de l'aménageur lui-même comme maître d'ouvrage décidant qui doit fouiller repose au minimum sur une confusion, puisque l'aménageur n'achète pas la meilleure archéologie possible. C'est pas ça qui l'intéresse. C'est uniquement une entreprise qui soit rapide et peu chère. Et bien sûr, la recherche privée existe. On l'a vu ce matin, mais comme l'a bien montré Jean-Paul Clausel, elle a certaines règles et limites. Elle se développe là où, effectivement, elle est rentable. On l'a vu avec ce problème de médicaments pour des maladies non rentables. Et puis, surtout, elle a un contrôle a posteriori. On peut savoir si un médicament est efficace, ou une arme, ou un pont, ou une école, etc. Ce qui n'est pas le cas. On ne peut pas vérifier
après coup s'il y avait bien un site archéologique et s'il a été fouillé correctement. Et d'ailleurs, les exemples étrangers, là où l'archéologie privée s'est développée et concurrentielle, comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne ou l'Italie, montrent qu'on a rapidement une archéologie à deux vitesses, ou même deux formes d'archéologie qui divergent de plus en plus. Une archéologie plutôt riche, mais peu productive en connaissances dans le secteur privé, et une archéologie pauvre, très intelligente, et qui va surproduire des modèles théoriques dans le monde académique. Alors, en conclusion de ce processus, on retiendra concernant la France qu'effectivement les moyens de l'archéologie ont explosé en une trentaine d'années, même si on ne contrôle pas tout ce qui est fouillé, tout ce qui est aménagé en France. On contrôle à peu près 15% des surfaces aménagées, et si on prend un pays comme le Japon, il consacre 5 à 10 fois plus de moyens pour son archéologie préventive. Ce débat, globalement, se retrouve dans l'ensemble des pays européens avec les deux extrêmes classiques entre une tradition anglo-saxonne du marché et une tradition plutôt de droit latin et de responsabilité de la puissance publique. Et on le retrouve aussi sur la question de à qui appartient le patrimoine archéologique. Est-ce qu'il appartient aux propriétaires du terrain ou est-ce qu'il appartient à l'ensemble des citoyens, c'est-à-dire à l'État? Il faut ajouter que tout ceci ne concerne évidemment que les pays riches. Dans les pays pauvres, la situation est très préoccupante. Il n'y a pas du tout d'archéologie préventive. Nous avions lancé à Nouakchott, en Mauritanie, un appel dans ce sens il y a 3 ans, mais qui n'a pas été suivi des faits, notamment le fait que tous les grands groupes intervenant, les grands groupes économiques intervenant dans les pays du tiers-monde devraient être soumis, surtout quand ils touchent de l'argent du FMI, de la Banque mondiale, etc., devraient être soumis à une enquête préalable d'études d'impact archéologique. Et paradoxalement, on a plutôt régressé parce que des opérations exceptionnelles comme le sauvetage des temples de Nubie dans les années 60 ne seraient plus pensables actuellement. Alors, pour en terminer avec les aspects juridiques, politiques et institutionnels, j'évoque rapidement l'archéologie dans les autres institutions en France, avec un autre problème préoccupant, c'est que l'archéologie, qui était plutôt unifiée depuis plusieurs dizaines d'années, est de nouveau éclatée dans le cadre du CNRS entre deux institutions, l'Institut national des sciences humaines et sociales du CNRS, où il y a plutôt les périodes classiques et récentes, et l'Institut écologie et environnement, où il y a plutôt la préhistoire et protohistoire. Et c'est un peu une ironie de l'histoire, parce que c'était la situation au XIXe siècle, avec un modèle naturaliste, géologique, biologique pour la préhistoire, et puis un modèle humaniste et proche de l'histoire pour l'archéologie classique et plus récente. Dans les universités, il y a un problème d'évolution de l'enseignement universitaire qui ne tient pas compte de la réalité du marché de l'emploi, c'est-à-dire dans l'archéologie préventive. Au ministère de la Culture, il y a le poids croissant de la décentralisation qui fait que le pilotage de l'archéologie au ministère de la Culture, qui s'appuie aussi sur un conseil d'experts, le Conseil national de la recherche archéologique, a de moins en moins de poids. Et paradoxalement, la décentralisation renforce le pouvoir local des préfets qui ont quelquefois tendance à empêcher les fouilles archéologiques s'ils estiment qu'elles nuisent aux intérêts économiques immédiats. Symétriquement, d'ailleurs, un certain nombre de collectivités territoriales, villes et départements, développent leurs propres services, donc développe avec succès une archéologie de proximité qui rencontre assez bien son public. Alors, avec cet éclatement un peu des structures, il y a un débat depuis plusieurs dizaines d'années qui avait été lancé par Henri Seyrig, directeur de l'Institut archéologique de Beyrouth en 1968, sur la création d'un institut national d'archéologie, comme ça existe dans un certain nombre de pays. Et à mon sens, ce débat reste ouvert et il inclurait aussi l'archéologie à l'étranger, dont je ne parle pas, puisque Michel Gras en parlera.
Enfin, juste un mot sur l'Europe, où effectivement il y a des crédits européens. J'en ai moi-même bénéficié. Je suis également expert auprès du European Research Council, mais je m'interroge quelquefois sur l'application du modèle américain. Ce que nous distribuons, l'unité de compte minimum, c'est le million d'euros, donc c'est entre 1 et 5 millions d'euros sur 3-4 ans. Et je me dis quelquefois que des sommes moindres, mais sur une plus longue durée, dans une discipline qui demande du temps, une de mes fouilles a duré 20 ans, serait peut-être plus adaptée, et je ne suis pas le seul à le penser. Alors, sur les résultats maintenant, le fait d'avoir développé cette archéologie préventive sur des très grandes surfaces, des centaines d'hectares liés, voire milliers d'hectares liés aux zones industrielles, aux TGV, aux autoroutes, etc., a permis une archéologie du territoire qui a complètement bouleversé l'approche. Jusque-là, on se concentrait sur un site archéologique prestigieux, et maintenant on en est à la compréhension au contraire du territoire, du terroir, de l'aménagement, de l'ensemble de ces types d'habitats, pas seulement un site central, mais si je prends la période gauloise, les différentes hiérarchies entre les fermes, les hameaux, et qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce que c'est là où il n'y a rien, quelles sont les voies, les zones cultivées, les zones en friche, etc., etc. Et ceci devrait nous orienter aussi, non pas fouiller au coup par coup, au hasard des découvertes, mais se focaliser sur des grandes fenêtres, comme ça existe pour l'écologie, des fenêtres de l'ordre de centaines ou de milliers de kilomètres carrés, sur lesquelles on concentrerait les efforts, puisqu'on ne peut pas tout fouiller. Et ça permettrait, de ce point de vue-là, d'avoir une plus grande visibilité pour les aménageurs et une meilleure programmation scientifique. Donc c'est un débat qui ne pourra pas être repoussé, tout comme l'articulation entre les fouilles de sauvetage, qui sont 90% des fouilles, et puis les fouilles spécifiques sur un site donné et non menacé. Et il y a un autre débat qui lui est corrélé, qui est quel est le bon niveau d'archéologie préventive en France, un débat qu'on a souvent avec les élus, sachant que le bon niveau d'archéologie dans un pays dépend au moins de 3 facteurs, c'est-à-dire la capacité économique du pays en question, le standard scientifique qui effectivement ne cesse d'augmenter en archéologie, les fouilles, les analyses en laboratoire ne cessent d'augmenter, et puis la demande sociale et culturelle. Cette demande sociale était inexistante pendant les 30 Glorieuses et ça a permis les destructions. Maintenant, elle existe. Alors, pour mémoire, j'évoquerai pas l'éventail des techniques en archéologie parce que ça ne fait que croître quasiment chaque année entre les méthodes de datation, les méthodes d'analyse et de provenance des matériaux, l'arrivée de l'ADN qui a révolutionné beaucoup de choses, le strontium aussi qui permet des ossements qui permet de pister les migrations, les détections par radar, toutes les analyses biologiques, zoologiques, botaniques, etc., les analyses par isotopiques qui nous renseignent sur les aliments des hommes et des animaux, et tout ce qui est simulation 3D, ce qu'on a vu ce matin, et qui s'applique évidemment tout aussi bien à l'archéologie. Le problème aussi des bases de données, la publication archéologique coûte très cher, donc on en parle depuis, là encore, 40 ans. Est-ce qu'on basculera un jour sur des bases de données en ligne ou est-ce qu'il y aura toujours des livres ? Alors, je voudrais évoquer dans une dernière partie les problématiques qui ont été enrichies, donc à la fois par période et en même temps de manière transversale et thématique. Par période sur la préhistoire proprement dite, le paléolithique, c'est-à-dire 99% de la durée humaine, on est encore loin du compte concernant
l'arbre de l'évolution humaine, ou pour les périodes plus récentes, les relations entre l'homme moderne, c'est-à-dire vous et moi, et l'homme de Néandertal. C'est seulement depuis le mois de mai dernier que nous savons que nous avons tous au moins 4% de quelque chose des gènes de Néandertal. La chronologie de l'art, etc. Ensuite, nous avons la grande révolution du néolithique et la question de pourquoi a-t-on inventé l'agriculture et l'élevage, quelles ont été les relations en Europe et en France en particulier avec les indigènes, chasseurs-cueilleurs, quelles sont les origines, les raisons, l'origine des premières différenciations sociales qu'on constate à ce moment-là, et comment dans les périodes suivantes, à l'âge du bronze et l'âge du fer, se mettent en place des provinces culturelles, quelles sont les relations entre l'intérieur de l'Europe et puis les villes méditerranéennes qui commencent à se développer, les réseaux d'échange, etc. Problème qui couvre aussi la période antique, comment s'est fait la romanisation d'une grande partie de l'Europe, hein, comment sont mis en place ces nouveaux paysages ruraux et urbains dont nous dépendons en partie, puisque la moitié de nos préfectures ont été mis en place dans l'Antiquité, et comment a tenu et comment s'est écroulé l'Empire romain. Et pour le Moyen-Âge, qu'a-t-on à dire sur les identités ethniques que nous transmettent les textes sur les différents barbares, entre guillemets, identités ethniques qui sont souvent contredites quand on fouille des tombes de cette période où on voit que les choses sont beaucoup plus complexes. Comment s'effectue la christianisation? On voit qu'il y a un hiatus, là encore, entre ce qu'on constate sur le terrain et ce que nous transmettent les textes. Le fait que le Moyen-Âge, considéré comme une période sombre, est une période de révolution industrielle, d'une première révolution industrielle, la naissance des villes, etc. Et y compris jusqu'à la période moderne avec l'archéologie industrielle, l'archéologie du bâti, c'est-à-dire la reconstitution de l'histoire des bâtiments et leurs couches successives, l'archéologie des conflits y compris du XXe siècle, et également l'archéologie de la vie quotidienne. Et maintenant, transversalement, l'archéologie est la seule discipline à avoir une telle profondeur du temps, donc elle va enrichir beaucoup des débats des sciences humaines, en complétant, là où ils existent, les informations que nous transmettent les textes. Donc, par exemple, toute la question de l'évolution du climat sur la très longue durée, sachant que par les textes, on remonte que de quelques siècles, avec l'archéologie plusieurs millions d'années. Les relations entre homme et environnement, les dégradations que l'homme fait subir à l'environnement. On a pu parler de suicide écologique, par exemple, pour l'île de Pâques ou pour la disparition de l'Empire Maya. Les transformations du paysage, les premiers découpages en parcelles qu'on faisait remonter à l'époque romaine, sinon au Moyen-Âge, on les a maintenant à l'âge du fer, voire à l'âge du bronze, il y a 4000 ans. Autre question, les relations entre l'idéal et le matériel, c'est ce qui relève de choix idéologiques et culturels de la part d'une société, et ce qui revient aux contraintes techniques et environnementales dans le fonctionnement des sociétés, les blocages techniques qu'on peut observer, par exemple, les innovations. La question des identités nationales, des mélanges de populations, des identités ethniques, des frontières culturelles. On s'aperçoit au néolithique, par exemple, qu'on a plaqué artificiellement le modèle de l'État-nation sur des sociétés anciennes, et que les frontières telles qu'elles sont visibles dans la culture matérielle étaient beaucoup plus poreuses. Les rapports sur la très longue durée avec l'au-delà et avec les représentations,
représentation des divinités ou des êtres immatériaux, avec le passage d'idéologie centrée sur les animaux au paléolithique, à l'apparition de représentations du pouvoir dans les sociétés hiérarchisées, et puis finalement avec les monothéismes et les religions du salut au moment où apparaissent les grands empires universels. La question de la naissance des inégalités de la violence, qu'on peut dater archéologiquement, avec ce débat pour savoir si la violence et l'inégalité sont naturelles et dans la nature humaine, ou si c'est une construction sociale et politique qu'on peut suivre, effectivement. Et de ce point de vue-là, l'effondrement des empires et les phénomènes de résistance au pouvoir, et finalement le débat global sur la marche de l'histoire. Est-ce qu'elle est linéaire et continue, ou au contraire, est-ce qu'elle est complexe et chaotique? Et je mentionnerai des points plus anecdotiques, mais qui montrent que l'archéologie est bien dans le monde contemporain, comme l'archéologie des charniers du XXe siècle, en liaison avec la médecine légale, la politique et le droit, ou l'archéologie et la sociologie des poubelles du monde contemporain, qui a enrichi nos données sur la manière de vivre de nos contemporains, avec là encore des faits qu'on n'aurait pas par des enquêtes orales ou écrites, ou encore les relations entre l'archéologie et l'art contemporain dans le mouvement des nouveaux réalistes. Il y a actuellement une exposition Armand à Beaubourg, avec des gens comme Daniel Spoeri ou Armand, qui sont intéressés et qui mènent des fois des réflexions avec des archéologues sur qu'est-ce que la mémoire à travers les objets, qu'est-ce que les sociétés font de leurs vestiges et de leurs débris. Je ne vais donc pas parler du tout du déficit de la diffusion de l'archéologie auprès du public. La muséographie en France est en général très traditionnelle et élitiste quand on la compare à celle de l'Amérique du Nord ou du Japon ou de l'Europe du Nord. Qu'il n'y a pas d'émission hebdomadaire d'archéologie à la télévision, contrairement à beaucoup d'autres pays. Et je conclurai en disant que telle qu'elle se définit maintenant, l'archéologie, c'est ni effectivement la recherche des trésors et Indiana Jones, ni une discipline purement érudite et descriptive, mais qu'elle a acquis son autonomie au sein des sciences humaines et qu'elle participe d'une compréhension globale des sociétés humaines, étant, elle, spécialisée sur l'étude des sociétés humaines, quel que soit leur éloignement dans le temps, à travers leurs traces matérielles, et de ce point de vue-là, comme j'essayais de le montrer, comme réflexion sur la trajectoire globale des sociétés humaines. Voilà, je vous remercie. Ça servira pour les autres. Je vous remercie, mon cher collègue, d'avoir abordé un autre aspect de ce colloque, non pas parce que vous avez parlé de l'archéologie, mais parce que vous avez montré comment une réorganisation administrative suivie d'une augmentation considérable des moyens humains et financiers a permis de changer complètement les perspectives et les résultats, d'ailleurs, dans l'histoire de la France à l'âge du fer, à l'époque gallo-romaine et jusqu'au début du Moyen-Âge. Au point que non seulement l'histoire de notre pays et des pays voisins en est changée, mais que l'archéologie elle-même devient, ce qui est peut-être un sujet de discussion, non seulement une science du passé, mais une technique d'investigation du présent, ce qui fait qu'elle ne mérite plus, en tout cas du point de vue étymologique, le nom d'archéologie. Comme nous sommes en période de réorganisation et de constitution de grandes unités, l'INRAP est un bon exemple de ce que ça peut apporter, mais également un bon exemple de la façon dont une institution remarquable, peu à peu, perd de son importance sous des pressions diverses, que ce soit les intérêts des collectivités ou des intérêts privés.
Donc, c'est un exemple dont nous pouvons tous tirer bénéfice. En tout cas, je vous remercie pour l'œuvre accomplie et pour l'exposé que M. Gras, qui lui a dirigé un autre aspect de l'archéologie, va sans doute vouloir discuter ou compléter. Mon cher collègue. Merci. Vous avez tous remarqué que Jean-Paul Demoule vient de faire un exposé d'une demi-heure sur l'archéologie sans vous montrer une image. Alors, c'est dur en début d'après-midi. Et comme je le connais depuis 40 ans, je pense que ne pas me tromper beaucoup en disant qu'il y a de sa part un peu de provocation là-dedans. Mais une provocation que je partage, en ce sens qu'il nous faut rappeler de temps en temps que l'image médiatique de l'archéologie que vous voyez le plus souvent à travers les principaux médias n'est pas forcément le reflet de la science archéologique telle qu'aujourd'hui nous voulons en parler ici, bien que, et le responsable de la communication de l'INRAP que je vois au deuxième rang ne me mentira pas, il y a depuis longtemps un excellent journalisme archéologique et un certain nombre de nos partenaires font un très bon travail d'un point de vue médiatique. Mais peut-être parfois les vecteurs qui leur sont proposés ne sont-ils pas toujours utilisables au maximum de leurs possibilités. Donc moi je vous ai simplement, pour adoucir un petit peu le choc, présenté une seule image que je commenterai très brièvement, qui est effectivement une image que j'avais sous la main, donc j'ai pas beaucoup de mérite. Mais pour vous montrer sur l'espace qui est celui de l'École française de Rome, l'espace de travail de l'École française de Rome, c'est-à-dire l'Italie, le Maghreb, les Balkans, depuis 30 ans, les principaux lieux où l'école a travaillé et travaille, et je ne peux pas ne pas faire remarquer qu'il y a près de Tunis un cercle avec le nom de Djebel Oust, et il s'agit d'une mission dirigée par un professeur au Collège de France ici présent, John Scheid, avec... on y reviendra, une action non seulement traditionnelle depuis la fin du XIXe siècle dans les pays d'Afrique du Nord, aujourd'hui Maghreb, mais aussi dans la nouvelle Europe du Sud-Est qui est en train de se construire sur le plan géopolitique, sur le plan européen, de la Slovénie à l'Albanie en passant par la Serbie et la Croatie. Demoule a rappelé l'éclatement institutionnel et a rappelé que la proposition d'Henri Seyrig, pour les cinéphiles, c'est le père de Delphine, la proposition d'Henri Seyrig en 1968 n'a jamais abouti. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, on ne peut pas refaire l'histoire, que se serait-il passé avec un Institut national d'archéologie depuis 40 ans? Ce qu'on peut dire en revanche, parce que notre génération l'a expérimenté dans son quotidien, c'est qu'un certain nombre d'entre nous ont passé beaucoup de temps à essayer de faire en sorte que les différents ministères en charge de l'archéologie, Affaires étrangères, Enseignement supérieur et recherche, Culture, et les organismes comme le CNRS et l'INRAP dernier né, pour que tout ce monde-là avance à un moment donné dans la même direction avec des objectifs à peu près semblables. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas les alternances politiques qui nous ont le plus gênés, mais la difficulté d'un dialogue interministériel chaque fois à un moment donné. Demoule vous a donné un certain nombre de chiffres. Moi, j'en ajoute quelques-uns pour l'étranger, mais sans exagérer. Pour vous donner une idée du déploiement de l'archéologie à l'étranger, on peut considérer qu'il y a environ 150 missions qui fonctionnent dans le monde, financées par le ministère des Affaires étrangères, totalement ou en partie, avec effectivement des collaborations avec des grands organismes et des grandes écoles à l'étranger. Qu'il y en a un tiers à la louche autour de la Méditerranée, que l'Asie est évidemment un pôle important aussi, que le Proche-Orient est un pôle très important, mais je l'inclus dans la Méditerranée, et que même les Amériques sont couvertes de manière, il faut bien le dire, plus légère. Autour de la Méditerranée, il y a si on regarde l'Europe maintenant, parce qu'il nous faut de plus en plus regarder l'Europe.
Et c'est l'un des messages que je voudrais vous donner. Si l'on regarde l'Europe, autour de la Méditerranée, il y a environ 40 instituts européens, de taille tout à fait différente, qui travaillent sur le plan du patrimoine archéologique. Et on peut dire que dans ces instituts, il y a 350 chercheurs stables qui travaillent, bien entendu, avec l'apport de partenaires plus occasionnels. Récemment, l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, est entrée dans le jeu puisqu'elle a décidé, il y a 2 ans, de financer également des opérations de terrain, ce qui n'était pas dans sa charte première. Et que, bien évidemment, ça nous permet de monter en puissance sur le plan des moyens à affecter. Et j'y reviendrai sur le plan, sur la capacité de permettre aux jeunes générations de rentrer professionnellement dans le jeu. Alors, dans le temps à disposition, bien entendu, je rappellerai quelques messages schématiques en relation avec ce que Demoule a dit et en complétant par effectivement un regard qui est hors de l'Hexagone. Nous avons bien entendu à faire émerger une politique européenne de l'archéologie par-delà les politiques nationales des pays européens. Ce n'est pas facile, non seulement parce qu'il y a des traditions de rapport au territoire, j'y reviendrai, parce qu'il y a des législations complexes dans chaque pays, et parce que l'articulation, de ce point de vue-là, reste à faire. Il y a des associations d'archéologues qui sont engagées dans ce domaine. Je dirais, de manière un peu provocante, là aussi, volontairement, peut-être plus que Bruxelles. On a le sentiment que Bruxelles, et le Conseil d'Europe à Strasbourg, a œuvré, beaucoup œuvré sur des questions de restauration. Mais de ce côté-là, le milieu ne se sent pas soutenu par Bruxelles, tellement. Si ce n'est pour des financements, mais encore une fois, je me place à un autre niveau là-dessus. Et il faut en particulier qu'on fasse émerger des réseaux européens transnationaux qui coordonnent leurs activités. C'est l'Italie qui a inventé la protection du patrimoine archéologique depuis Raphaël, au service des papes de la Renaissance, le peintre Raphaël. Et aujourd'hui, on voit que c'est l'Italie qui est le pays où le patrimoine, où la politique du patrimoine est le plus attaquée par l'État. Et la France, qui a toujours imité l'Italie, en tout cas jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, nous espérons qu'elle ne prendra pas ce modèle pour l'avenir. Une autre évolution extrêmement souhaitable, quand nous parlons du monde extra-européen, c'est d'arriver à une mutation fondamentale pour que les missions que nous envoyons dans ces pays ne soient pas plus des missions nationales, mais des missions plurinationales. Il est complètement absurde de voir que, alors qu'en Europe, nous pouvons travailler avec les Britanniques, les Allemands, les Espagnols, les Italiens, nous traversons la Méditerranée à 1 heure d'avion ou à 2 heures et demie de bateau, et à ce moment-là, nous nous rangeons tous derrière les drapeaux de nos propres pays. C'est pas une critique ici contre le drapeau, mais contre le fait que nous nous remettons dans un modèle colonial qui a 50 ans d'âge et qui ne fonctionne plus depuis longtemps dans nos rapports intra-européens. Et il faut que nous arrivions à convaincre nos partenaires du Maghreb ou des pays du sud-est européen qu'il faut avoir des partenariats larges de plusieurs nationalités. Ensuite, nous avons un problème justement d'articulation, non pas entre Demoule et moi, mais entre l'archéologie hexagonale et l'archéologie française à l'étranger. Jean-Paul Demoule est l'un des rares, des trop rares, qui a su être chef de mission à l'étranger et avoir des responsabilités institutionnelles et structurelles en France. Mais très souvent, on considère que c'est un autre métier. Là, il y a l'archéologue qui travaille en France et il y a l'archéologue qui travaille à l'étranger, comme si ce n'était pas le même métier et comme si l'expérience internationale n'allait pas être un élément essentiel de l'activité professionnelle en France, et comme si ne fouiller qu'à l'étranger ne risquait pas de conduire d'une certaine manière à une certaine marginalisation. Ensuite, une articulation entre des niveaux institutionnels qui sont de plus en plus au cœur des débats de recherche et toutes disciplines confondues, et j'y pensais ce matin en écoutant les interventions précédentes. Nous avons des institutions, nous avons des missions qui sont des rassemblements d'individus, et puis nous avons des individus chercheurs. Ces 3 niveaux, il faut qu'ils arrivent à se coordonner. Il y a une tendance actuellement à privilégier les mobilités individuelles, à remettre le chercheur au centre, les parcours individuels. Tout cela est bel et bon, à condition qu'on n'oublie pas les stratégies,
qu'on n'oublie pas que la recherche est collective et que les compétences nécessaires pour avancer sur n'importe quel domaine sont aujourd'hui de plus en plus collectives. Certes, ce n'est pas du tout pour brimer l'activité créatrice de chacun d'entre nous. Je crois que chaque chercheur veut avoir sa petite parcelle de création autonome, mais tout ça n'a de sens à long terme que si ça s'inscrit dans des stratégies. Et de ce côté-là, en archéologie, cette articulation en particulier entre les missions et les instituts et qui se trouvent à l'étranger, l'exemple du Proche-Orient est de ce point de vue un cas d'école, est certainement à avancer. Alors Jean-Paul Demoule vous a un peu parlé des territoires. Et moi, je voudrais y passer quelques minutes parce que je crois que là, il y a vraiment un nœud pour l'avenir, et qu'on soit dans l'Hexagone, bien évidemment, ou qu'on soit à l'étranger. D'abord, un certain nombre d'entre nous, après avoir hésité pendant longtemps, peut-être certains diront pendant trop longtemps, nous sommes convaincus aujourd'hui, et je parle pour moi-même, bien sûr, je n'engage pas Demoule sur ce point, je ne sais pas sa position, mais que la bataille, la défense, le travail pour faire émerger une science du patrimoine va de pair avec une approche et un respect du paysage. Il n'y a pas d'un côté le paysage, de l'autre côté du patrimoine, et pour faire vite, je dirais seulement ceci, quel sens cela aurait de protéger un site archéologique, d'investir pour le restaurer au milieu d'un paysage complètement dégradé. On voit bien que ça n'aurait pas de sens. Donc de ce côté-là, toute la dimension environnementale vient épauler la dimension protection, valorisation par la recherche du patrimoine. Ensuite, nous avons l'expérience que parfois les décideurs, comme l'on dit, ont quelque naïveté sur ce que nous appelons la carte archéologique. Alors la carte archéologique, que ce soit pour la France, pour l'Italie, pour n'importe quel pays du monde, c'est l'état de nos connaissances sur le patrimoine archéologique de la région concernée. Alors, très souvent, on entendait dire, dans les années 2001-2003, que Demoule a évoqué, quand est-ce qu'on aura une carte archéologique de la France fiable ? Sous-entendu, quand on saura qu'il y a de l'archéologie ici ou là, on saura qu'entre les deux, il n'y a pas d'archéologie et donc que les grands travaux peuvent se développer librement, que les communes n'ont pas à se préoccuper, etc. C'est une vision extrêmement naïve, permettez-moi de le dire, très simpliste, pour la bonne raison que qu'est-ce que c'est que l'archéologie ? Sinon, la recherche et la compréhension de toutes les interventions humaines qui ont eu lieu sur notre territoire. Alors, vous pouvez dire c'est de l'utopie. C'est pas de l'utopie, c'est un enjeu, c'est un challenge. Dans un pays humanisé comme le nôtre, il s'agit bien entendu de protéger les grands sites, il s'agit bien entendu de mettre en valeur les monuments prestigieux que nous avons, que ce soit nos châteaux, nos palais, nos cathédrales, mais il s'agit, et ça, la science archéologique internationale a acquis les moyens de le faire au niveau scientifique, les protocoles pour le faire. Il s'agit d'arriver à, le plus possible, comprendre l'activité humaine sur ces territoires. Et on peut aller dans le très modeste. Le creusement ou le comblement d'un fossé, la plantation d'un pommier, pour reprendre l'arbre qui a été au centre de l'attention pendant quelques minutes ce matin, le creusement d'une rigole ou d'un puits, le fossé que quelqu'un a creusé un jour pour y déposer un animal familier après sa mort. Et donc tous ces gestes qui sont des gestes insignifiants peut-être en apparence au niveau historique, d'une certaine manière, ils sont les éléments, les petits chaînons pour comprendre et reconstruire l'activité humaine, la vie des hommes et leurs traces, même très faibles, dans le cours de l'histoire. Alors que ça se fasse par de grands décapages dans le cas de l'archéologie préventive, que ça se fasse à la truelle dans de petits sondages de l'archéologie programmée, cette opposition est trop schématique, c'est pour aller vite que je dis ça, parce que l'archéologie préventive sait aussi parfois utiliser la truelle, et l'archéologie programmée devrait de temps en temps faire de grands décapages. Eh bien, ce sont des moyens pour arriver à un même objectif. Et je n'ai pas le temps ici d'évoquer les territoires sous-marins. Vous savez qu'un des grands enjeux aujourd'hui, nous en avons les moyens, c'est
d'avoir des cartes des épaves. Et la seule chose qui nous bloque pour, je dirais, diffuser les cartes des épaves, ou pour accélérer la recherche des cartes des épaves, c'est que nous avons peur de donner trop d'armes à la recherche clandestine et au démantèlement du patrimoine par les clandestins. Quand nous aurons des services qui pourront protéger suffisamment les espaces maritimes où nous travaillons, nous pourrons donner beaucoup plus de données au grand public qui, légitimement, mériterait de le savoir. Alors, le futur est donc à une archéologie du territoire dans un dialogue avec les collectivités, dans un partenariat en évitant les micro-gestions de territoire. Récemment, un règlement est sorti sur un territoire qui m'est cher, où je travaille, qui est la Sicile. Et nous sommes très inquiets parce qu'à partir du moment où il y a des micro-territoires politiques qui sont gérés et où toutes les interventions d'un député sont faites pour protéger tel ou tel électeur qui a un problème et qui ne veut pas passer par l'application de la loi, on voit bien que là, on est dans le cadre d'un démantèlement de la puissance étatique. Nous avons donc un milieu, et je vais terminer, rassurez-vous, un milieu qui a énormément muté depuis un siècle, le milieu de la communauté scientifique internationale. C'était, il y a un siècle, la communauté des consuls qui travaillaient dans tous les pays de la Méditerranée et en dehors. Les diplomates ont été les premiers archéologues, à côté des voyageurs, à côté des érudits, à côté des antiquaires. Et aujourd'hui, nous sommes avec des anthropologues, avec des carpologues, avec des archéomètres, avec toute une chaîne de spécialistes de tel ou tel aspect de l'archéologie qui nous permettent de donner des résultats plus performants. Nous avons un gros problème en archéologie, dans la formation des jeunes, c'est que l'archéologie n'a jamais eu d'agrégation. Les archéologues traditionnellement passaient l'agrégation de lettres classiques ou l'agrégation d'histoire, comme moi. Aujourd'hui, l'évolution des sciences et des savoirs fait que les jeunes archéologues performants ne peuvent plus passer ces concours qui ne sont pas faits pour eux. Et avoir un double cursus et une double formation, c'est quand même difficile de nos jours, ce qui conduit à n'avoir pas de sécurité de l'emploi. Et nous avons un milieu de post-doctorants qui, après 10 ans d'investissement intellectuel au-delà du baccalauréat, se retrouve parfois en grande difficulté. Le retour sur la société, c'est la publication. Et là, nous avons un problème aussi particulier parce que la manipulation des données est plus compliquée, si je peux dire, dans cette maison que dans les sciences exactes pour une raison simple, non pas que ce soit plus difficile, mais parce que les données ne se manipulent pas en laboratoire comme l'on veut, elles ne se transportent pas facilement. Il faut aller les étudier sur les lieux ou à proximité des lieux de découverte. Elles demandent des restaurations lourdes qui durent parfois des années. Et tout cela, effectivement, les archives du sol sont plus difficiles à gérer que les archives de l'État. C'est un métier dur aussi. Demoule ne l'a pas dit, mais il le sait bien. C'est un métier dur physiquement. C'est sûrement dans le champ des sciences humaines et sociales l'un des métiers les plus durs. Un archéologue qui travaille 10 mois sur 12 à l'air dans des pays à climat non méditerranéen, je dirais, le sait et en mesure l'impact sur sa propre santé. Ça a aussi des conséquences sur l'organisation du milieu. Voilà. Je termine en disant simplement, et je voudrais terminer par l'archéologie préventive, et par les modèles qu'on a, archéologie fondamentale, archéologie appliquée, etc. Je dirais que pour nous, le modèle est plutôt... D'abord, on a fait un grand saut en passant d'une archéologie de sauvetage à une archéologie préventive. L'archéologie de sauvetage, on était derrière les bulldozers. L'archéologie préventive, comme son nom l'indique, on est avant l'intervention, et bien entendu, les résultats sont plus performants. Ensuite, l'archéologie préventive montre que c'est une archéologie qui est déclenchée par un événement extérieur. Vous me direz, la recherche médicale, elle est aussi déclenchée par un événement extérieur, si on peut dire, qui est la maladie, et qui, à partir d'une situation donnée, met en place un certain nombre de questionnements pour résoudre le problème posé. Eh bien, c'est vrai, l'archéologie préventive est une archéologie déclenchée par un événement extérieur, et à partir de là, elle construit un protocole de recherche. Mais seulement à partir de là, c'est ce qui fait, je dirais, son importance et sa force. Il y a une archéologie qui doit échapper à cela, bien entendu, qui est une archéologie déclenchée par des questionnements théoriques. Alors, ce n'est pas une archéologie programmée au sens
où M. Joliot en parlait ce matin, mais c'est une archéologie qui effectivement répond à des questionnements, aux questionnements les plus actuels de la recherche. Le reste, la découverte sporadique, c'est un épisode, c'est une anecdote. Ce n'est en aucun cas un modèle pour nous. Donc un milieu qui en 40 ou 50 ans a fait une évolution très très rapide, une discipline qui est aujourd'hui assez inclassable dans les champs du savoir. Et je ne vous ai pas parlé des rapports avec l'histoire pour savoir si c'est une discipline ou une sous-discipline. Toutes ces questions-là, elles sont à mes yeux complètement dépassées. Je regardais ce matin, comme vous tous, je pense, la liste des chaires du Collège de France. Très rares sont les chaires du Collège de France encore qui calquent une discipline. Et donc cette évolution-là, nous on la connaît aussi à l'intérieur de l'archéologie. Il nous faut surtout, et c'est vraiment mon dernier point, il nous faut surtout convaincre la société. L'archéologue ne peut pas être le gendarme du patrimoine. Nous n'avons pas de mission ni de goût particulier pour cet exercice. Et la recherche archéologique et la protection et la valorisation par la recherche du patrimoine, qu'il soit français ou international, il passe par l'adhésion de la société à cette protection collective qui est un bien de tous. Merci.